Et salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on parle du débrief de la rencontre entre Nantes et Metz, match qui s'est soldé sur le score de 1 partout pour nos Messins. C'était pas simple, clairement pas simple. Je pense que on était quand même pas très loin de la défaite. Faut dire que l'avantage sur cette rencontre est plus du côté des Canaries. Mais il y a beaucoup d'éléments à retenir de cette rencontre pour le FC Metz et c'est un peu l'occasion, à travers ce débrief, d'aborder tous les tenants et les aboutissants de cette rencontre entre Metz et Nantes. Avant de commencer, quelques petites choses. Tout d'abord, un grand merci à ceux qui nous soutiennent. Vous êtes plus de, je crois, 670 abonnés sur la chaîne YouTube, donc un grand merci à ceux qui nous soutiennent. Si vous ne nous soutenez pas encore, vous pouvez le faire, c'est gratuit. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, voilà, pour un peu atteindre les sommets du YouTube Game messin, absolument pas. Donc voilà, vous pouvez le faire, ça nous fera évidemment énormément plaisir. N'oubliez pas aussi les commentaires, c'est un peu votre espace d'expression. Si vous avez des commentaires à faire sur cette rencontre, n'hésitez pas. Je réponds à quasiment tous les commentaires de chaque vidéo. Donc c'est un peu l'occasion de débattre directement sur chaque point. Et donc s'il y a un point que je n'aborde pas dans la vidéo sur ce débrief du match entre Metz et Nantes, n'hésitez pas à le faire bien sûr. Et voilà, ça va être l'occasion un peu d'animer la discussion autour de cette rencontre. Pour vous faciliter la tâche, au niveau du visionnage, parce que j'ai tendance à faire des débriefs assez longs, vous allez dans la description de la vidéo. La vidéo, elle est coupée en plusieurs parties. Donc vous pouvez aller directement dans la partie qui vous intéresse. Si vous voulez voir un peu les différentes parties aussi, vous avez la timeline sur la barre de lecture pour voir un peu les différentes parties que l'on va aborder dans ce débrief de la rencontre entre Metz et Nantes. On commence sans plus tarder, si vous voulez bien, par parler tout d'abord des deux équipes, l'état de forme des deux équipes. Alors évidemment, on va parler de Metz en détail, mais intéressant de voir aussi ce qui se passait du côté de Nantes, parce que si on regarde le classement général, donc le FC Metz occupait la 10e place avant le match contre Nantes, et cette équipe de Nantes qui est 14e au moment où on l'affronte, et qui, on va dire, depuis, allez, si on prend les 3 derniers matchs, est sur une pente un peu plus positive. Il faut dire que ils n'ont pas non plus eu des adversaires très simples, notamment sur leurs 3 défaites en 5 matchs. C'était pas simple pour eux parce que mine de rien, ils ont quand même affronté des équipes assez intéressantes sur le papier qui sont assez fortes, comme par exemple le Monaco, Lille, le Paris Saint-Germain. D'autres équipes qui par contre étaient beaucoup plus à leur portée et sur lesquelles justement ils ont quand même réussi à prendre la plupart du temps un point au minimum, à savoir Lorient, Brest, Saint-Etienne, Nîmes bien sûr, Bordeaux également. Donc on est sur une équipe qui, contre les équipes de son championnat, si l'on veut, réussit à pas trop laisser de points, ou en tout cas à ramener quelque chose, soit de leur déplacement, soit à gagner quelque chose à domicile. Et je pense que c'est le plus intéressant pour nous. Nantes est une équipe qui, à domicile, contre les équipes de son niveau, a quand même pas mal de, je dirais, de réussite dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, quand je dis réussite, je veux dire pas mal de chances de ramener des points. Et c'est vrai que, voilà, il y a leur victoire contre Nîmes, concurrent un peu direct à l'heure actuelle au classement, où ils gagnent 2-1. Vous avez le match nul contre Saint-Etienne, vous avez la victoire à domicile contre Brest, 3-1. Et dernièrement, ce que l'on peut retenir, c'est qu'ils ont réussi à marquer des points aussi à l'extérieur avec une victoire 2-0 contre Lorient. Et donc cette équipe de Nantes qui, voilà, réussit à un peu plus se stabiliser au niveau de ses résultats après le trou traversé notamment durant le mois de septembre. Aux côtés du FC Metz, par contre, là on a quand même une dynamique différente. Comme vous savez, nous sommes les heureux détenteurs, je dirais, d'une série d'invincibilité. 7 matchs d'invincibilité pour le FC Metz avant ce match contre Nantes, avec le dernier match contre Dijon qui aura laissé quand même quelques goûts amers, parce que on se contente du match nul, bien sûr, mais le contenu n'a pas été très satisfaisant. Pas mal de choses à retenir de ce match. Je vous invite d'ailleurs à revoir, si vous voulez, le débrief du match contre Dijon. Des joueurs qui étaient certes absents, il faut le noter, mais on espérait beaucoup mieux dans le contenu à l'extérieur contre Nantes, même si, je l'avais dit, je crois, à la fin du débrief du match contre Dijon,
L'année dernière, les matchs contre Nantes étaient absolument catastrophiques en termes d'action, et donc on s'attendait au pire pour ce match contre Nantes. Quand on regarde les compositions des deux équipes, alors tout d'abord du côté de Nantes, système 4-2-3-1, avec quand même des joueurs à surveiller, bien sûr. Il y a quand même une absence à souligner importante du côté de Nantes. Palois, leur défenseur central titulaire, n'était pas là pour ce match. Il était, si je ne me trompe pas, blessé. Et donc forcément, une défense Castelletto-Girotto face à l'attaque messine. Pour le reste, on a quand même des joueurs qui sont quand même assez connus hein, quand vous suivez un peu la Ligue 1, que ce soit des joueurs comme Blas ou comme Marcus Coco. Bien sûr, on se demandait si justement ça allait se poursuivre, cette dynamique observée notamment après le match contre Lorient. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on regarde le FC Metz, on se dit quand même qu'on redescend un peu les pieds sur terre parce que vous vous souvenez qu'au match contre Dijon, on a décidé un peu d'innover tactiquement en mettant 4 joueurs offensifs. Là, on a décidé un peu de se calmer, on revient à nos bases. On doit faire avec des joueurs qui sont absents pour ce match. Bien sûr, vous avez la suspension de Fabulous Fab, aka Fabien Santonze, latéral droit, qui donc n'est pas disponible pour ce match car suspendu à cause d'un trop gros nombre de cartons jaunes sous une période de 10 matchs. Et donc forcément, on se demandait qui allait dépanner à ce poste, le poste de latéral droit, sachant que durant la semaine avant le match, on a appris que Vincent Pajot, qui traîne une blessure au tendon d'Achille depuis quand même, si je me souviens bien, 2 matchs, en est à un point où justement on se demandait ce qu'il allait revenir. Il y avait des incertitudes sur son cas, notamment relevées par la presse locale. Autre cas qu'on a appris, c'était une sorte de fragilité pour Thomas Delaine. Et donc, il était incertain, et on se disait, ok, s'il n'est pas là, qui peut le remplacer? On apprend finalement que dans le groupe qui est convoqué pour ce match contre Nantes, Pajot et Delaine sont dedans. Et donc on se dit certainement que Delaine va jouer, voire peut-être Pajot. Et finalement, quand on voit la composition du début de match, alors Vincent Pajot retrouve certes son poste de numéro 6. Par contre, Thomas Delaine ne joue pas en tant que titulaire et on décide donc de mettre Habib Maïga en tant que latéral droit. Petite parenthèse, Téléfoot qui, à mon avis, n'est pas très renseigné sur les propos des différents coachs, parce qu'on a eu 2 coachs depuis le début de la saison, sur le fait que le numéro 1 au poste de latéral droit, c'est 111, et derrière, c'était soit Delaine, soit Maïga. Encore une fois, c'est les propos de Philippe Gaillot et de Frédéric Antonetti, ce n'est pas ce que je défends forcément, qui disait que voilà, ces 3 joueurs pouvaient dépanner ce poste de latéral droit. Eux se sont dit, Chipembe va être latéral droit et Maïga va être milieu gauche. C'est donc bien Maïga qui a commencé latéral droit dans ce match contre Nantes. Et donc si on le reste, le retour de suspension d'Udol latéral gauche, donc Vincent Pajot numéro 6, et donc le milieu de terrain Pajot, Angban, d'accord, et Warren Chipembe, Chipembe qui a à nouveau une opportunité en tant que titulaire de s'exprimer après notamment le match contre Nîmes. Le reste c'est du classique Boulaya, Lamine Gueye, et par contre, grosse nouveauté, on n'a pas Opengate en point de l'attaque, mais monsieur Aaron Leia Iseka qui fait sa première en tant que titulaire sous le maillot du FC Metz, et donc c'était un peu quelque chose à surveiller, à la fois la performance d'un joueur comme Chipembe, de voir aussi comment un joueur comme Maïga va se débrouiller, mais surtout de voir aussi Leia Iseka qui était recruté vraiment comme étant un avant-centre, et pour lequel on se dit que si jamais sa performance sur ce match contre Nantes est intéressante, peut-être, pourquoi pas, postuler à une vraie concurrence directe avec Opengate. Et donc ce match contre Nantes est un peu une première pour lui qu'il va essayer justement d'utiliser pour se mettre en avant dans ses premières minutes en tant que joueur du FC Metz, minutes qu'il a déjà commencé lors des matchs précédents. Je rappelle bien sûr, ce n'est pas ses premières minutes sous le maillot du FC Metz. Quand on regarde les faits marquants du match, et c'est là où c'est intéressant, il valait mieux ne pas arriver trop tard, je dirais,
pour ce match, hein. C'est-à-dire que tout s'est passé finalement en première mi-temps. On se demandait si justement le match allait être ennuyeux à mourir, hein. Certains, dont j'étais le premier à le penser, hein, se disaient que voilà, c'est un match entre Nantes et Metz, hein. Ça peut pas être un match intéressant, ça va être un match chiant. Enfin, vous regardez les débriefs de l'année dernière, c'est un peu ça, quoi. C'était absolument horrible. Et finalement, on va quand même avoir toutes les actions intéressantes principales du match en première mi-temps. Tout d'abord, commençons par là, ce but encaissé à la 29e minute de jeu. On va un peu l'analyser si vous voulez bien, parce que c'est l'un des faits marquants bien sûr de ce match. On est dans une situation, et vous le verrez après sur la liste des actions du FC Metz et de Nantes, notamment en première mi-temps, mais on est dans un match où justement Nantes réussit plutôt bien à rentrer dedans. C'est-à-dire que quand vous regardez ce qui se passe entre la première minute de jeu et la 29e minute de jeu, la majorité des actions sont du côté de Nantes. Ce qui est bizarre parce que ça ressemble étrangement à ce qui s'est passé contre Dijon. Et donc ils ont eu quand même pas mal d'occasions dans ce match. Et justement, notre joueur Kolo Muani, hein, avant de marquer ce premier but à la 29e minute de jeu, va réussir à s'illustrer notamment à travers une frappe qui passe juste au-dessus des buts d'Oukidja. Mais il a réussi à vraiment à se décaler et à se mettre en position. Et donc on est à cette 29e minute de jeu, phase arrêtée. Retrouvez certains de mes propos sur les phases arrêtées du FC Metz. Vous savez que je suis un très grand, on va dire, voilà, je suis quelqu'un qui aime bien taper sur le fait que Metz n'arrive pas à gérer les phases arrêtées. Et quand vous regardez image par image cette action menant au but de Kolo Muani, vous avez donc cette touche de Corchia qui est, comme vous voyez sur la ligne de touche, côté gauche du FC Metz. Et autour du joueur, alors je pense me tromper, mais je crois que c'est Marcus Coco, si je ne me trompe pas, qui est entouré par 3 Messins. Les 3 Messins sont Mathieu Hudol, qui est un peu à gauche. Le joueur de Metz qui est le plus près de la ligne, c'est Chipembe. Et le joueur qui est juste en dessous de Mathieu Hudol, c'est Mamadou Fofana. Donc vous avez 3 joueurs de Metz qui entoure un joueur de Nantes, et donc on est dans une situation de 3 contre 1, je peux dire 3 contre 2 si Corchia, qui fait la touche en direction de Marcus Coco, reçoit une balle de Marcus Coco, et dans ce cas-là on est dans une situation plutôt de 3v2. Mais c'est vrai qu'en tout cas on a une situation de supériorité sur cette mise en jeu de la part de Corchia sur cette action de but. Et donc ce qui se passe, c'est que au final, Coco reçoit la balle, réussit à la donner à Corchia. Corchia qui arrive à prendre de vitesse, si je ne me trompe pas, Mathieu Hudol. Très très bien d'ailleurs. Donc Corchia y va. Et Fofana qui justement, certains m'ont dit justement, n'a rien à faire sur ce côté gauche. Et je peux le comprendre. Tente de couper la course de Sébastien Corchia. Et donc là, déjà, il y a une chose très importante qu'il faut retenir, c'est que sur la première image, vous avez certainement remarqué, mais on est sur une situation où les Messins sont plutôt au marquage de leur vis-à-vis. Vous pouvez voir que, notamment sur la première image, Dylan Brown, je crois qu'il marque Ludovic Blas, et Kolo Muani est marqué par John Boy. Donc on est plutôt sur un marquage qui existe, hein, marquage individuel, sauf pour un joueur qui est Kader Bamba, qui, comme vous voyez en bas à gauche, est tout seul libre de tout marquage. Ça sera l'une des grandes discussions, évidemment, pour beaucoup de personnes par la suite. Hein. Mais il y a du marquage individuel, surtout sur le buteur. Et c'est très important, le buteur qui est marqué par John Boy. Hein. Sur la deuxième image, vous voyez que Corchia, justement, réussit à prendre de vitesse Mathieu Hudol et commence à entrer en duel avec Mamadou Fofana. On constate que Kolo Muani s'est totalement détaché de John Boy. Et John Boy ne va pas sur lui. John Boy décide de rester dans son alignement défensif avec Dylan Brown. Et regardez d'ailleurs Dylan Brown, qui sur la première image marquait Ludovic Blas. Dylan Brown est plutôt éloigné en fait de Ludovic Blas. Et Kader Bamba, comme vous voyez tout en bas de l'image, la deuxième image, là Thomas Delaine lui laisse carrément presque une autoroute. Et donc,
vous voyez d'une situation où vous avez le marquage individuel qui est en place, sur le moment où Korchia passe Udol, on n'est plus dans une situation de marquage individuel, mais presque dans une situation de marquage de zone. Marquage de zone, hein, vous l'avez compris, c'est un vrai mot assez comment dire, humoristique, hein, parce que quand vous voyez le trou laissé, c'est une zone effectivement très très bien couverte. Et donc Kolo Muani réussit à se décrocher du marquage de John Boy. Sébastien Korchia arrive jusque carrément à la ligne des 6 mètres. Fofana tente de lui couper la route et Korchia réussit à faire une passe en retrait à rater, plutôt un centre à rater, hein, si on va être plus précis, qui élimine Fofana, mais qui élimine aussi John Boy. Hein. John Boy qui finalement, comme lui, s'est totalement détaché de son marquage individuel, finalement est aligné avec Dylan Brown, mais en fait, il peut absolument rien faire parce que la passe est en retrait, que lui, il est sur un alignement défensif. Et le joueur très très malin dans l'histoire, c'est quand même Kolo Muani, parce que Kolo Muani, qui à la base décide de se détacher de John Boy, réussit à passer dans le dos de Victoria Angban, qui est, comme vous voyez sur l'image, la troisième image est à côté de Kolo Muani. Hein. Victoria Angban, c'est le messin qui est le plus près de Kolo Muani. Kolo Muani passe dans le dos de Victoria Angban, qui ne remarque pas que Kolo Muani est passé dans son dos, et là-bas elle arrive dans une zone que j'ai appelée le No Man's Land, tellement que en fait elle est pas peuplée de messins, donc c'est plutôt un No Man's Land messin, pas nantais, puisque les nantais eux sont présents. Vous voyez qu'il y a 3 joueurs nantais qui sont bien présents dans cette zone, dont Kader Bamba qui est encore plus laissé libre par Thomas Delaine, encore plus que sur la deuxième image. Et finalement, Kolo Muani réussit à passer dans le dos de Victoria Angban, reçoit la passe à rater de Sébastien Korchia et allume Ukidja, réussit à marquer donc ce premier but. Ukidja qui peut pas faire grand chose sur ce tir, hein, parce que le tir il est très très puissant. En plus, Ukidja a le soleil dans les yeux parce que comme on n'a pas gagné le TOS à date d'avant-match, Nantes a remarqué que le soleil allait les gêner d'un côté plus que l'autre. Ils ont choisi le côté qui allait pas les gêner en première mi-temps. Et donc Ukidja, en plus avec le soleil ça ne rajoute pas. Mais le plus important c'est que Delaine et Angban qui justement sont très très éloignés d'un marquage, Delaine de Kader Bamba et Angban de Kolo Muani, puisque Kolo Muani passe derrière lui, tentent de revenir en urgence sur Kolo Muani pour l'empêcher de frapper. Mais finalement, comme ils ont ce grand retard d'inattention, Delaine qui est très très loin des vis-à-vis nantais et Angban qui découvre que quelqu'un est passé dans son dos, finalement, c'est trop tard quoi. Et le foot se joue sur des détails, et c'est un détail qui malheureusement paraît minime, mais a une lourde conséquence. C'est des Nantais, notamment 2 Nantais, libres de tout marquage, et un Nantais qui saisit sa chance et crucifie Ukidja donc pour le premier but. Quand le but est marqué, honnêtement, faut comprendre que quand ce but est marqué, quand on voit notamment le déroulé du début de match, on se dit que ça va être très difficile. Parce que autant contre Dijon, on se disait pourquoi pas, ça peut revenir. Mais honnêtement, quand on voit les premières 30 minutes du côté de Metz, on se dit que ça va être très compliqué. D'autant que, et c'est important de le signifier, on est à la 29e minute de jeu. 4 minutes auparavant, Vincent Pajot et Habib Maïga sort sur blessure. Et donc forcément, leurs sorties sont compensées par la rentrée de 2 joueurs. Fofana qui est un peu fautif dans son placement, je trouve, en voulant jouer une supériorité numérique qui au final n'est pas rentable, hein, puisque la supériorité numérique sur le côté gauche, comme vous l'avez vu notamment sur la première image, n'est absolument pas rentable, puisque le centre est quand même effectué par Korchia. Et donc son décalage côté gauche laisse de l'espace libre dans l'axe, hein, donc forcément vous avez quand même une part de responsabilité dessus. Et Thomas Delaine qui rentre en jeu à la place de Habib Maïga sur le poste de latéral droit, qui comme vous voyez très bien sur l'action est absolument pas au marquage des Nantais, et il n'est pas vraiment directement responsable de ce que fait Kolo Muani, hein. Par contre, si la balle arrive pour Kader Bamba et que Kader Bamba la met dedans, ce qui était possible sur l'action, en fait Delaine aurait eu la responsabilité. Parce que Delaine défend hyper loin de Bamba sur cette action. A noter quand même que tous les Messins sur cette action, quasiment au moment où Korchia passe Udol, regardent le ballon.
Notamment, si vous pouvez voir, vous le reverrez hein, sur la deuxième photo, quand Corchia passe Udol, tous les Messins regardent la balle. Tous sans exception. Ils savent pas où sont les mecs. Les Nantais, ils ne savent pas. Et donc forcément, petites erreurs, grandes conséquences, et donc le premier but est encaissé par le FC Metz. On réussit donc à encaisser ce but, et on se dit comment on va faire pour revenir. Et miracle de chez miracle, parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre raison d'appeler cela comme ça, on joue le temps additionnel. Première mi-temps, centre côté gauche de Mathieu Udol, et tir qui est repris de ce centre par Lamine Gueye, et la balle qui est touchée par un joueur de Nantes, je crois que c'est Fabio si je me trompe pas. Et donc forcément, sur le coup, protestation des Messins, et la VAR qui intervient et qui finalement va permettre d'obtenir le penalty pour le FC Metz. Avant d'entrer pour montrer notamment la main, j'aimerais juste attirer votre attention sur cette action, parce que donc comme vous voyez, la balle arrive de la gauche du FC Metz, hein, donc de Mathieu Udol, et je vous avais dit que l'un des trucs que j'avais le plus apprécié sur certaines rencontres du FC Metz, c'était la présence dans la surface, notamment sur l'accompagnement des actions offensives. Metz c'est une équipe qui depuis très longtemps a tendance à envoyer que 3 éléments offensifs à l'attaque quand elle a le ballon, et les autres milieux de terrain ils traînent un peu la patte, et au final quand vous voulez centrer, vous avez que 1 voire 2 joueurs grand maximum qui peuvent porter le danger devant et qui sont dans une situation de menacer l'adversaire. Quand vous regardez l'action qui mène à ce penalty, vous vous rendez compte qu'il y a quasiment 4 joueurs du FC Metz dans la surface de réparation. J'exagère quand je dis 4 parce qu'effectivement il y a, je crois que c'est Victorien Angban qui rentre limite, qui est à l'entrée de la surface de réparation, mais considérez qu'il y ait quand même que 4 joueurs, parce que je crois que quand la main est faite, il y a 4 joueurs dans la surface de réparation de Nantes, donc 4 joueurs messins, et donc forcément beaucoup de présence dans la surface de réparation fait que les joueurs de Nantes doivent avoir la tête un peu partout et doivent se dire ok, je dois surveiller lui, et pour autant vous pouvez pas forcément marquer tout le monde de manière efficace, et Lamine Gueye réussit justement à bien prendre cette distance par rapport à Fabio, à couper le centre de Mathieu Udol, et cette frappe de Lamine Gueye, on ne sait pas si elle est cadrée ou pas, hein, mais cette frappe, en tout cas, elle est stoppée par la main de Fabio, hein, donc la VAR l'a montré, effectivement. Et c'est vrai que j'ai vu beaucoup de Nantais dire que justement, évidemment, la main n'est pas intentionnelle, et je suis entièrement d'accord avec eux, que la main n'est pas intentionnelle, c'est-à-dire que moi, moralement parlant, je veux dire, il ne veut pas arrêter la balle de la main, quoi, le Nantais, on est d'accord dessus. Le truc qu'il y a, c'est que malheureusement, les nouvelles règles sont telles que l'arbitre cherche pas à savoir si la balle elle est cadrée ou pas. Peut-être qu'elle est cadrée cette balle. Hein. Certains Nantais vont me dire qu'elle n'est pas cadrée. On peut penser qu'elle est cadrée. C'est le même cas de figure que le match de Ligue des Champions il y a 2 saisons quand je ne sais plus quel joueur de Manchester United tire dans le bras de Kipembe qui est dans la surface de réparation, penalty, qualification de Manchester United. C'est un peu le même cas de figure, on ne sait pas si la frappe peut-être qu'elle n'est pas cadrée, mais l'arbitre respecte la règle et décide donc de siffler le penalty après l'utilisation de la VAR. Penalty qui on pensait aller être tiré par Farid Boulaya, parce qu'on voit Farid Boulaya prendre la balle pendant qu'il y a une délibération vis-à-vis de la VAR, hein, et on se dit ça se trouve Boulaya va tirer, attention. Et finalement, c'est Leia Iseka qui va avoir le ballon, et Leia Iseka qui prend sa responsabilité, tire, prend à contre-pied Lafont. Il est droitier, il tire, vu sa course d'élan, il n'a pas non plus beaucoup j'ai l'impression de rapidité pour choisir le côté gauche de Lafont. Et donc, droitier qui tire sur le côté droit de Lafont qui attend très tardivement avant de plonger, et qui décide au dernier moment de plonger sur sa gauche, laissant la balle rentrer sur sa droite, et donc malheureusement pour Nantes qui se fait égaliser dans les dernières secondes de la première mi-temps, et donc le FC Metz qui, par miracle, on peut le dire, réussit à obtenir l'égalisation en toute fin de première mi-temps, alors que clairement dans les actions c'est absolument pas ça. Et comme je vous l'ai très bien dit, vous pouvez regarder notamment le récapitulatif de toutes les actions du match, parce que spoiler, hein, aucun but ne sera marqué en deuxième mi-temps, que ce soit par Nantes ou que ce soit par Metz,
mais forcément que la première mi-temps, elle est à très très grande majorité dominée par Nantes. Vous voyez en jaune sur l'image correspondant aux faits marquants du match, en jaune ce sont les actions réalisées par Nantes. Première mi-temps, vous comptez, il y a quasiment, si je ne me trompe pas, 5 actions pour Nantes, pour Metz pardon, en première mi-temps, et Nantes a quelque chose comme 5-6 actions, pardon, 6 actions, ne nous trompons pas. Et Nantes a un peu plus d'actions, ils ont un total de 8 actions, plus ce but à ajouter, ça fait donc 9 actions, pardon. Donc un nombre assez important quand même d'actions réalisées par Nantes en première mi-temps. Et la question c'était de se dire en deuxième mi-temps, est-ce que Metz va réussir à installer le doute dans l'esprit de Nantes après avoir marqué ce but égalisateur? Et ce qu'on peut voir notamment sur les actions en deuxième mi-temps, c'est que non, Nantes n'a pas continué, n'a pas décidé d'arrêter de jouer. Encore une fois, il y a un plus grand nombre d'occasions pour Nantes en deuxième mi-temps, comme c'était le cas en première mi-temps. Et donc, on en arrive un peu dans la même conclusion que le match face à Dijon, c'est que, alors, certes, effectivement, on peut dire que c'est un peu équitable. Honnêtement, quand je vois Frédéric Antonessi me dire que ce match est équitable, je vais pas vous mentir que quand vous regardez le nombre d'actions des deux équipes, que vous couplez ça aux statistiques collectives du match, me dire que le match était équitable, franchement, je trouve que c'est peut-être un petit peu irrespectueux vis-à-vis de Nantes, hein, parce que Nantes a eu tout simplement le plus grand nombre d'occasions sur ce match, a eu le pied sur le ballon, a beaucoup plus fait circuler le jeu, hein. Vous voyez, ils ont quasiment le double de passes tentées face à nous. De là à dire que, entre guillemets, le match était équitable, oui, il y a des occasions que Metz a réalisées qu'effectivement, elles auraient pu peut-être permettre au FC Metz de mener 2-1. Je pense notamment à une frappe de Lamine Gueye, à une frappe aussi de Wagner dans la surface qui est arrêtée par Lafont. Peut-être que oui, effectivement, mais me dire que le match est équitable, c'est quand même pas évident à retenir quand on voit notamment les statistiques collectives de la rencontre. Individuellement parlant, du côté du FC Metz, quand on regarde en détail un peu ce qui nous tape à l'œil, c'est que l'on voit que offensivement, on a beaucoup misé sur un Lamine Gueye, 4 tirs réalisés dans ce match pour un cadré. Boulaya qui est peut-être un peu moins présent dans l'apport offensif, mais quand même reste l'un des joueurs qui touche le plus de ballons au FC Metz, il a 49 ballons touchés. Le premier, je crois que c'est Mathieu Hudol, si je ne me trompe pas. Donc c'est à retenir que finalement, sur ce match, les attaquants n'ont pas forcément autant pesé, notamment les rentrées en jeu. On a quand même deux attaquants ou deux éléments offensifs qui ont vraiment pesé, à savoir Lamine Gueye et Farid Boulaya. Iseka a été très timide à part le penalty tenté. Opengate a quand même provoqué des fautes, il ne faut pas l'oublier, mais n'a pas non plus porté un danger important quand il est rentré en jeu en deuxième mi-temps. Et Wagner a eu une occasion pour moi qui était celle qu'il aurait dû la mettre. Et à part ça, ça n'a pas été si simple pour lui individuellement. Donc c'est ce qu'il y a un peu retient sur les statistiques individuelles de ce match. Maintenant, si vous voulez bien, passons un peu aux enseignements. Parce que le FC Metz donc n'a pas réussi à mettre ce deuxième but. Nantes a plutôt été plus proche de marquer le deuxième but que le FC Metz, à mon avis, mais je pense que vous pouvez aussi avoir notre avis et le mettre dans les commentaires. Mais qu'est-ce qu'il y a à retenir de ce match entre Metz et Nantes? Alors, première chose, Metz concède à nouveau le premier but. C'est un peu embêtant. Je vous rappelle que Dijon a déjà vu le FC Metz encaisser le premier but, et c'était déjà en première mi-temps, comme c'est le cas contre Nantes. C'était le cas, si vous en souvenez bien, lors d'autres rencontres, bien sûr. N'oubliez pas que contre Angers, Metz encaisse le premier but, contre Lorient, Metz encaisse le premier but, et tout cela a lieu encore une fois en première mi-temps. Et on pensait qu'après le match, notamment contre Nîmes, les choses allaient un peu s'inverser. Finalement, Dijon, ça réapparaît, et là, ça réapparaît à nouveau. La seule bonne nouvelle que je retiens en fait dans cette histoire, c'est qu'encore une fois, on réussit à réagir en première mi-temps. Ce qui était déjà le cas contre Angers, ce qui était déjà le cas contre Lorient, ce qui était déjà le cas contre Dijon. On réussit à revenir dans le match en
en première mi-temps après avoir encaissé un but. Mais c'est un peu quand même pas inquiétant, mais si à chaque fois on doit réagir pour, entre guillemets, se réveiller, c'est assez dommage. On aimerait voir plus souvent ce que l'on a vu contre Saint-Etienne ou contre même Marseille ou contre Nîmes. On aimerait le voir plus souvent. Et des fois, c'est bien, on a du répondant, mais ce que je veux dire par là, c'est que contre certaines équipes, quand vous prenez le premier but, c'est trop tard, vous pouvez pas revenir parce que les équipes savent tellement bien défendre et surtout arrivent tellement bien à vous frustrer que vous pouvez pas revenir. Et donc jouer avec le feu comme ça, c'est quand même assez compliqué, d'autant que n'oublions pas quand même que l'égalisation que l'on réussit à obtenir durant le temps additionnel de la première mi-temps, c'est dû à un penalty. D'accord ? Une frappe qui est touchée par la main d'un Nantais, c'est même pas dans le jeu direct si j'ai envie de dire. Donc jouer avec le feu comme ça, c'est assez compliqué. Autre enseignement à retenir, c'est que notre défense a encore une fois un peu sombré sur ce match. Alors, pas forcément en termes de nombre de buts encaissés, puisqu'on n'a encaissé qu'un seul but, mais quand vous voyez le premier but encaissé, et l'analyse que j'en ai faite juste avant pour un peu vous montrer les raisons pour lesquelles le but a été encaissé, on a affaire à une situation un peu bizarre où Metz se remet à défendre dans sa surface de réparation. Et ça rappelle un peu des souvenirs obscurs des années précédentes, où Metz avait tellement peur de l'adversaire en face de lui qu'il se mettait à défendre carrément dans la surface de réparation et donc à laisser une opportunité à l'adversaire de déclencher quelque chose, soit une frappe à l'entrée de la surface de réparation, soit un centre qui est mis dans le paquet. Et vous voyez bien le but encaissé finalement contre Nantes est le même but que l'on encaisse contre Lille, c'est le même but que l'on encaisse quasiment contre Marseille, c'est le même but que l'on encaisse quasiment contre le PSG. Je veux dire, à chaque fois, des erreurs de marquage qui sont absolument ahurissants. Franchement, c'est cette situation où les mecs ne font que regarder la balle et regardent même pas où sont placés les joueurs qui doivent marquer, bah, c'est un peu inquiétant, quoi. Surtout que, au final, on a vu lors de certains matchs de la saison des défenses plus solides que ça. Je parle de défense du FC Metz. On en a vu des défenses qui, lors des matchs, répondaient beaucoup plus présents et surtout défendaient beaucoup plus haut. Là, on a l'impression que le match contre Dijon, où ils ont commencé à vouloir défendre haut et à se faire prendre dans le dos, ça a fait peur aux défenseurs de Metz qui décident désormais de défendre bas. Mais là, c'est très 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 bas, c'est très étiré. Le premier but le montre très bien. Vous voyez l'écart entre les défenseurs de Metz, les milieux de terrain et même certains éléments offensifs. L'écart est immense et il n'y a pas de marquage. Il y a vraiment quelque chose à travailler parce que ça, contre des équipes de bas de tableau, si elles profitent de ces occasions-là pour nous mettre à mal, c'est quand même un peu embêtant. Et c'était le cas contre Dijon, c'est le cas contre Nantes. Attention, il faut faire très attention, et surtout le prochain match contre Brest qui, comme je vous le rappelle, a mis une petite rouste sympathique à Saint-Etienne, et donc si vous commencez à leur laisser l'opportunité de marquer, on va prendre aussi une rouste, c'est parce que ça on peut pas le faire ce genre d'erreur défensif, ça c'est clair et net. Autre chose à retenir, match particulier car beaucoup de joueurs absents, certains joueurs blessés au cours du match, ce qui fait que il y a eu des joueurs qui habituellement étaient remplaçants qui ont été titularisés pour cette rencontre. Je pense à Chipembe. Je pense par exemple au fait qu'il y a eu un repositionnement de Maïga qui a dû être justement mis latéral droit, ce qui fait que ça oblige un peu aussi à une réorganisation de style de jeu, mais on a eu aussi des choix forts comme par exemple celui de mettre Nget sur le banc, et qui fait que tu dois mettre Leia Iseka et tu attends quelque chose de Leia Iseka. Circonstances du match avec les blessés, avec la blessure de Maïga et de Pajot, oblige la rentrée de Thomas Delaine et de Mamadou Fofana, qui sont pas des titulaires habituels. Fofana est remplaçant au poste de milieu défensif, Delaine est normalement le numéro 2 au poste de latéral gauche, pouvant dépanner latéral droit. Et donc tous ces joueurs qui habituellement sont des remplaçants, qui sont soit titulaires dès le début de match, soit rentrent en jeu dès la 25e minute de jeu, ce qui est le cas pour Delaine et pour Fofana, je trouve qu'ils avaient quand même beaucoup de choses à montrer
pour espérer avoir plus de temps de jeu à l'avenir, surtout que certains joueurs vont commencer à revenir de blessures. Je pense bien sûr à un joueur comme Boubacar Traoré ou un joueur comme Kevin Endoram d'ici 2-3 semaines qui va commencer à revenir à l'entraînement collectif et à pouvoir postuler à un retour. Je veux dire, ces joueurs-là, il faut pas qu'ils laissent leur chance, quoi. À un moment donné, il faut qu'ils se montrent et qu'ils répondent présent. Et le problème, c'est que sur ce match, c'est habituel remplaçant, eh ben, ils n'ont pas répondu présent. Et on va en parler après en détail dans les performances individuelles, mais dans l'ensemble, les remplaçants habituels pas montré qu'aujourd'hui on peut compter sur eux pour faire plus qu'un seul match d'affilée. Et donc c'est pas forcément encourageant pour ces joueurs-là. Alors certains joueurs ont ont plusieurs motifs qui expliquent un peu ce manque de percussion, ce manque d'efficacité, soit parce que ce sont des nouveaux joueurs, je pense à Léa Iseka, soit parce que ce sont des joueurs qui jouaient auparavant à un niveau inférieur, un joueur comme Chipembe, d'autres qui sont dans le doute vu leur situation au niveau de leur statut qui est plutôt mise à mal, je pense à Thomas Delaine, mais aujourd'hui il faut qu'il passe un cap pour espérer plus. Et malheureusement, leur performance n'a pas été simple. Donc vous avez à l'écran Iseka, Chipembe, Delaine, bien sûr vous pouvez rajouter un joueur comme Fofana, bien sûr, parce que Fofana, c'est malheureusement ce genre de match où on attend à un moment donné que défensivement les choses aillent un peu mieux, parce que défensivement on a été un peu mis à mal et malheureusement il n'aura pas su vraiment s'imposer défensivement sur son entrée en jeu dès la 25e minute de jeu. Ce qui nous amène forcément à une question, c'est que aujourd'hui vous perdez Pajot, vous perdez Maïga du 11 de départ, vous avez une équipe qui aujourd'hui semble désorganisée dans la construction du jeu, mais aussi surtout et défensivement, et je pense que c'est là le plus important. On sent une équipe qui aujourd'hui, sans ces deux éléments forts que sont Pajot et Maïga, sont un peu perdus défensivement. C'est-à-dire que les milieux de terrain qui doivent les remplacer savent pas trop exactement des fois comment se placer, ça oblige des fois les centraux à sortir de leur positionnement et à faire des erreurs que l'on pensait pas avoir il y a de cela quelques matchs. Donc c'est là où c'est embêtant d'avoir autant de blessés à un moment donné. Parce qu'aujourd'hui, un joueur comme Vincent Pajot qui se blesse à la 25e minute de jeu, on n'a toujours pas de nouvelles de la gravité de sa rechute au niveau du tendon d'Achille. Pour Maïga, pareil, on n'a pas de nouvelles de est-ce que c'est une blessure importante ou une blessure mineure. Ça fait que aujourd'hui, Metz n'est pas prêt à pouvoir compter sur des remplaçants, notamment au milieu de terrain, pour avoir du contenu suffisant. Et donc là, ça interroge quand même. Je parle du milieu de terrain, mais c'est aussi le poste, par exemple, de latéral droit, qui va poser aussi question quand vous voyez ce que peut faire, par exemple, un Thomas Delaine en cas de suspension ou de blessure d'un Fabien 111. Vous vous demandez s'il n'y a pas quelque chose à faire au niveau des joueurs de rotation, quoi. Parce que voir ça, c'est pas forcément réjouissant, surtout que, comme vous le savez, durant le mois de décembre, grand moment, 4 matchs en 10 jours, planquez-vous, ça va faire extrêmement mal. Donc les joueurs de rotation vont avoir un rôle à jouer durant cette période-là. Vaut mieux qu'ils répondent présent pour l'équipe. Enseignement individuel maintenant, quelques petits éléments à retenir. Monsieur Lamine Gueye confirme sa grande forme. Déjà décisive lors du match écoutez, contre Nîmes, où il réussit à montrer que voilà, on pouvait compter sur lui. Quelques personnes avaient se demandé si justement en mettant Iseka titulaire en avant-match, est-ce que ça n'allait pas obliger Gueye à sortir du 11 de départ pour mettre Nget. C'était une hypothèse avancée par certaines personnes. Là, je pense qu'il montre bien qu'on a eu raison de le garder dans le 11 de départ. Déjà qu'en plus, il est décisif sur le penalty provoqué parce que c'est lui qui, au final, récupère le centre de Mathieu Hudol qui est dévié de la main par le joueur de Nantes. Donc, il est dans un sens décisif et c'était le joueur le plus menaçant offensivement sur ce match. On va en parler après, notamment dans les top et flops, bien sûr. Première titularisation mitigée pour monsieur Léa Iseka. Parce que c'est vrai que monsieur Léa Iseka, beaucoup en attendent parce qu'on n'est pas forcément satisfait pour l'instant de l'apport de Open Gate qui est un peu
c'est un peu, comment dire, c'est pas constant, on va dire, ses performances à OpenGate. On a eu du bon et on a eu aussi du moins bon. Et donc on attendait un peu de voir ce que Leia Iseka avait dans les jambes. Et malheureusement, à part le fait d'avoir été buteur sur le penalty, plutôt un faible apport offensif sur ce match. Ça n'a pas été extraordinaire pour lui. Finalement, il n'aura pas fait tout le match. Il sera sorti et remplacé par Monsieur Opengate. Première en tant que titulaire, très très compliqué pour Monsieur Leia Iseka. Une déception, Monsieur Chipembe sur ce match qui là aussi avait beaucoup à jouer parce que de par son style de jeu, il est censé être un milieu de terrain portant le danger vers l'avant. On avait déjà vu cela contre Nîmes, on était assez content de, avant sa sortie contrainte du fait notamment de l'expulsion de Monsieur Mathieu Hudol. Après Nîmes, on se disait s'il est sur la bonne voie. Il va avoir vraiment, il a peut-être trouvé quelque chose qui va faire que maintenant il a compris qu'il faut qu'il aille vers l'avant, que c'est un rôle qu'on lui donne. Maintenant, comment vous dire, finalement, sur ce match, ça n'a pas été simple. Il a fait quelques erreurs, beaucoup d'imprécisions, et au final, il est remplacé. Il n'aura pas fait tout le match non plus, remplacé par Wagner Diaz. Donc Wagner Diaz qui aura été un petit peu plus menaçant quand même que Monsieur Chipembe sur ce match. Et donc Chipembe qui, dans cette guerre des joueurs de rotation qui va apparaître à un moment donné, quand notamment Endoram soit de retour de blessure, mais aussi Boubacar Traoré, aujourd'hui, faut qu'il fasse attention. Chipembe, ça va commencer à revenir d'air au niveau des blessures. C'est pas simple pour lui le début de saison. Clairement, l'adaptation, ça n'est pas quelque chose encore de très très facile pour lui. Et donc il va peut-être lui falloir encore un peu plus de temps pour s'adapter au niveau de la Ligue 1 et surtout pour qu'il se décoince un peu dans son jeu offensif. On a commencé à voir des choses, on aimerait voir plus. Donc ça c'est quelque chose sur lequel il doit bien sûr travailler. Thomas Delaine, naufrage. Alors, je tiens à préciser, il ne faut pas l'oublier que Thomas Delaine a été blessé durant la semaine. On a eu un Thomas Delaine qui à la base ne devait pas jouer parce que il n'est pas titulaire sur le terrain. Maïga est titulaire en tant que latéral droit. Thomas Delaine rentre en jeu. Je pense aussi un peu à sa surprise. Il pensait peut-être pas qu'il allait rentrer en jeu aussitôt, dès la 25e minute de jeu. Et donc physiquement, il est à court. Je pense que ça c'est un fait qu'il ne faut pas négliger. Et malheureusement, la performance n'a pas été extraordinaire pour lui. Beaucoup d'imprécisions. Défensivement, il a été quand même bien tapé par Nantes sur ce match. Quelques aussi égarements, par exemple une touche sifflée contre lui, ça lui fait la touche, mais en fait elle est considérée comme ratée sa touche, donc la balle est rendue à l'adversaire. Vraiment, alors je veux bien qu'il soit blessé, mais c'est vrai que ça l'aide pas, quoi. J'avais dit après le match contre Dijon que son apport offensif n'était pas à la hauteur de ce que l'on attendait de lui, sachant que ses qualités défensives ne sont pas extraordinaires comparées notamment à ce que peut faire un Mathieu Hudol ou un Fabien Santon sur le côté droit. C'est vrai que là, je veux bien qu'il soit blessé, mais bon, ça grille malheureusement des cartouches pour lui. Et malheureusement, il était blessé quand il a fait cela, donc c'est pas une bonne performance encore une fois pour Thomas Delaine. Néanmoins, je ne le mettrai pas dans le tableau de la honte que l'on va faire après sur les top et flop, parce que pour moi, le fait qu'il soit un peu à court physiquement fait que je peux pas le descendre en vol, c'est clair et net. Dernier point, Monsieur Ukidja, toujours aussi solide, ça commence à faire beaucoup trop, certains diront. Parce que, comme vous l'avez vu, en deuxième mi-temps, on a eu beaucoup de mal à tenir les Nantais qui ont continué aussi à être présents. Sur le but encaissé, comme je l'ai dit, il peut pas grand-chose. Il a le soleil dans les yeux, la frappe est faite quasiment pleine puissance. Il est sur sa ligne, il peut pas faire grand-chose. Et le reste du match, il a été présent pour empêcher Nantes de marquer ce deuxième but. 80% d'arrêt pour Monsieur Ukidja sur ce match. Donc il est dans les standards habituels pour un gardien de sa trempe. Passons au top et flop si vous voulez bien. Commencions par malheureusement les flops.
Alors, pas simple de choisir un flop. J'ai décidé de choisir Monsieur Victorien Angban. C'est pour ça que j'en ai pas trop parlé durant l'analyse, on va dire, individuelle des performances. Angban qui, on va dire, après analyse détaillée et étude détaillée de son cas, porte tous les traits pour en faire un flop. Tout d'abord, il a une responsabilité sur le but encaissé par Metz. Hein. Je veux dire, à un moment donné, quand il voit notre ami Kolo Muani, l'attaquant de Nantes qui va marquer le but, être seul devant lui, qu'il va sur lui et que finalement Kolo Muani passe dans son dos et qu'il découvre par effroi qu'il est passé dans son dos et qu'il ne peut rien faire sauf arriver en retard, Victorien Angban a une responsabilité quand même sur le but encaissé. Ça n'est pas le seul responsable, encore une fois, toute l'équipe est responsable du but encaissé face à Nantes, mais il a une responsabilité, comme peut l'avoir Udol, Fofana, Delaine aussi, John Boy aussi, enfin, toute la défense est responsable sur ce but, mais il fait partie de comité ayant offert le but à Kolo Muani. Sur d'autres stats, quand on regarde, alors c'est vrai que visuellement on l'a pas vu présent offensivement, et les stats le montrent, hein, 0 tir, il a 0 action menant à des tirs, c'est-à-dire qu'il ne réussit pas vraiment à apporter offensivement sur ce match. Là où un Chipembe, on attend forcément qu'il en apporte sur ce match offensivement, il aura fait, je crois, 2 tirs dans le match, Chipembe. Donc il a essayé quand même. Angban, dont on attend un peu plus qu'il aille vers l'avant, malheureusement on n'a pas trouvé cela, donc 0 tir, 0 action menant un tir, 33 ballons touchés, c'est le 10e joueur sur 11 au nombre de ballons touchés sur ce match, hein, donc ça prouve bien que c'est un joueur que soit les autres joueurs ne cherchent pas, d'accord, soit c'est lui qui ne cherche pas à aller vers la balle. Dans tous les cas, c'est un faible contributeur au jeu du FC Metz sur ce match, et c'est aussi le titulaire qui amène le moins loin la balle vers l'avant. En clair, un joueur qui joue quasiment le moins vers l'avant, quoi, tout simplement. Donc c'est un joueur qui n'apporte rien quand il faut aller vers l'avant. Donc une performance négative à signaler pour Monsieur Victorien Angban au vu de tous les éléments cités précédemment. Avant de passer sur l'étape, juste vous rappeler que vous pouvez bien sûr me donner vos flops dans les commentaires de la vidéo, n'hésitez pas, il y a plusieurs noms qui peuvent être ressortis, je sais que beaucoup ont des noms particuliers à sortir, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Il n'y a pas seulement que Victorien Angban qui peut être cité en flop, bien sûr. Passons au top maintenant. Certains vont me dire Ukidja, je suis d'accord, bien sûr. J'ai déjà élu Ukidja, je crois, homme du match, en tout cas top du match pour la rencontre contre Dijon. J'ai décidé un peu de changer de nom, hein, pas toujours le même. Et j'ai envie de récompenser Lamine Gueye, que j'ai trouvé plutôt bon sur ce match. J'avais fait un tweet en disant durant le match que c'était un peu le sauveur de l'animation offensive du FC Metz, hein. Il fait 4 tirs durant ce match, dont un cadré. Il amène le penalty, le corner qui lui est adressé, en tout cas qu'il va chercher plutôt, enfin pas le corner, non, le centre, pardon, qu'il va chercher. C'est lui qui va vers la balle et qui frappe, et la balle est déviée par le joueur nantais, mais il cherche le penalty, hein, il a trouvé le penalty au final, et ça a été le joueur titulaire du terrain qui était le plus vers l'avant durant le match. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a fait des courses mais effrénées vers l'avant, qui s'est donné comme pas possible. Il a fait des courses notamment en deuxième mi-temps, je m'en souviens, sur le côté droit, il a fait des courses où le mec il arrêtait pas, il allait vers l'avant, tout ça, malheureusement pas toujours couronné de succès. Quoi qu'il a une occasion, je crois, où il est assez dangereux sur sa frappe, qui est arrêté par Lafont. Il s'est donné à fond. Et honnêtement, on avait dit, je crois avec certains, que c'est pas évident de le voir sortir du 11 de départ. Après ce match contre Nantes, où les éléments offensifs n'ont pas été les plus extraordinaires, à part peut-être Lamine Gueye et Boulaya, ça fait encore moins de raisons de le sortir du 11 de départ. Et honnêtement, c'est plutôt encourageant pour la suite pour lui, parce que finalement, un joueur comme Wagner ou un joueur comme même comme Thierry Ambrose encore plus, ou Variade, vont pas avoir beaucoup de chance d'avoir énormément de temps de jeu lors d'une rencontre à cause de la performance d'un joueur comme lui, parce que lui répond présent et lui est vraiment décisif dans le jeu du FC Metz et nous donne un peu de peps.
quand il s'agit de porter le danger sur le but de Nantes. Passons maintenant au classement, si vous voulez bien, le classement de cette 11e journée du championnat. Alors bien sûr, beaucoup de matchs, comme vous savez, ont été reportés à cause notamment de certains cas de Covid. Et donc le FC Metz, à l'heure actuelle, occupe la 10e place, donc toujours dans cette magnifique série de 8 matchs sans défaite, incroyable, qui l'eût cru. Et donc forcément le FC Metz qui réussit à rester dans la première partie de tableau. Et donc on espère que le FC Metz va maintenir ce rythme d'invincibilité contre son prochain adversaire à domicile, Brest, qui clairement va pas être simple. Parce que Brest, ils sont sur une série qui... Enfin une série, vous m'avez compris, enfin je veux pas dire une série, mais ils sont sur un résultat contre Saint-Etienne qui là est en train un peu de calmer tout le monde. Ça va pas être simple, même si c'était relevé par certains, Brest est l'une des pires équipes à l'extérieur depuis le début de saison. Donc peut-être des motifs d'espoir pour le FC Metz. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer Brest comme on a sous-estimé Dijon quand ils sont venus chez nous jouer la semaine dernière, non, il y a de cela quelques semaines pour juste avant la trêve internationale. Mais ça va pas être un match facile pour le FC Metz, et bien sûr on en parlera lors peut-être un avant-match si j'ai le temps, mais en tout cas on essaiera de donner quelques éléments notamment sur les réseaux sociaux autour de cette rencontre contre Brest qui aura lieu, comme vous pouvez le voir, le 29 novembre à 15h au Stade Symphorien, bien sûr, tous au cœur de l'opération Grenat chez moi, si je ne me trompe pas, où on peut soutenir justement le FC Metz à distance. N'hésitez pas à montrer vos plus belles pièces du FC Metz. J'en ai fini. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. À ceux qui sont restés jusqu'au bout, vous êtes des cinglés pour rester aussi longtemps devant quelqu'un qui parle du FC Metz. Tout ce que je peux vous dire, c'est bien sûr, voilà, si vous avez des commentaires à faire sur cette vidéo, sur certains éléments que j'ai apportés, n'hésitez pas. Les commentaires, vous est réservé. Je réponds à tous les commentaires. Donc vraiment, utilisez cet espace à volonté. Faites-vous plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, en plus ça nous soutient, vous êtes plus de 670 abonnés, donc un grand merci à ceux qui se sont abonnés et merci d'avance à ceux qui vont s'abonner. On se retrouvera normalement, peut-être pour un avant-match, certainement pour un débrief de la rencontre contre Brest qui aura lieu le 29 novembre. D'ici là, portez-vous bien, les masques, pensez aux autres et allez le FC Metz.